Mesdames et messieurs, bonsoir. Faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest, cette vision est bien inscrite au fronton du PAG1 de Patrice Talon. Dès son arrivée en 2016, le chef de l'État a annoncé les couleurs quant à ses intentions pour le Bénin dans le secteur du numérique. À la révélation de ce rêve ambitieux de Patrice Talon, certains de nos compatriotes y ont vu un idéal inatteignable. Pour d'autres, encore une ambition trop grande pour le Bénin. Aujourd'hui, les positions se réévaluent et les différentes parties prenantes semblent unanimes sur le fait que des avancées, il y en a eu. Des réformes, oui. Des chantiers, il en reste à achever. Des avancées donc notables qui justifient le choix du gouvernement à prévoir une cagnotte de plus de 360 milliards de francs CFA dans le volet numérique du PAG2. Une belle cagnotte pour financer le secteur du numérique, de la digitalisation et des médias. Question, à quoi servira concrètement ce financement? Comment la cagnotte sera répartie entre ces sous-secteurs? Quelles sont les réformes qui y sont en cours? En clair, quel bilan d'étape pourrait-on faire du secteur du numérique un an après le PAG2? Nous abordons les différents contours de la question avec celle qui tient le gouvernail du navire numérique au Bénin, la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Soumarou. Bonsoir. Bonsoir Madame Agent. Et pour conduire cet entretien, je suis accompagnée de mon confrère de Canal 3 Bénin, André Dossa. Bonsoir. Bonsoir Rebecca, bonsoir chers amis téléspectateurs. Aurélie Adamsoulé-Soumarou, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Rebecca le disait, vous êtes la cheville ouvrière du gouvernement en matière de numérique et de digitalisation. C'est un plaisir de vous recevoir tant les préoccupations des citoyens béninois sont nombreuses dans les domaines dont vous vous occupez. Dites-nous déjà, aujourd'hui, quels sont les services où la dématérialisation peut déjà être considérée comme un acquis? Déjà, je salue les téléspectateurs qui nous regardent, toute la population béninoise qui aujourd'hui bénéficie des services numériques que vous évoquez. Je pense qu'avant de venir à la question de la dématérialisation, en termes d'acquis, on peut regarder les choses d'un point de vue global. Le numérique a été positionné dans le PAG 2016-2021 comme un des secteurs prioritaires. La vision du président Patrice Talon de faire de notre pays la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest nous a donné des ailes. Et les actions, les projets, les réformes, tout ce qu'il y a eu de façon résolue et vraiment courageuse nous ont permis aujourd'hui de faire de notre pays, le Bénin, une nation qui compte quand on parle du numérique en Afrique et dans le monde. D'abord, je crois que un acquis important, c'est le fait que les socles d'une transformation numérique sont aujourd'hui en place dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui ont été déployées. Le backbone donc, national en fibre optique a été réhabilité et étendu. Nous avons des infrastructures comme le data center national, le réseau numérique de l'administration qui interconnecte les sites administratifs. Nous avons le système d'infrastructure à clé publique pour sécuriser les transactions, une stratégie nationale de sécurité numérique, un portail des e-services qui aujourd'hui permet aux citoyens de bénéficier, justement, vous parliez de la dématérialisation, de bénéficier des services publics de l'État 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, même au niveau du cadre réglementaire, le Code du numérique a apporté une prédictabilité dans notre secteur, un arsenal juridique complet. Et la portabilité des numéros mobiles est en place. Donc, c'est autant d'acquis qui viennent en fait créer un environnement propice à l'éclosion d'une économie numérique prospère dans le pays. On retient donc qu'aujourd'hui au Bénin, plusieurs services de l'administration sont dématérialisés. Quels sont les chiffres clés de cette dématérialisation que nous pouvons retenir aujourd'hui? Alors, souvent quand on parle de dématérialisation, on voit les e-services, donc les services publics accessibles en ligne, parce que cela met l'usager du service public au centre, au cœur de la préoccupation de l'administration. Ça veut dire que le citoyen ou l'entreprise qui doit interagir avec l'administration publique peut le faire
d'où il veut, à n'importe quel moment, via des terminaux distincts, un terminal mobile ou un ordinateur. Donc, pour les e-services, aujourd'hui, nous avons un portail national des services publics qui permet d'avoir en ligne des informations sur plus de 700 transactions avec l'administration publique. Exactement aujourd'hui, puisque ça varie tous les jours, nous devrions être autour de 780. Au nombre de ces 780 prestations, nous avons plus d'une centaine, 132 exactement à date, qui sont des services qu'on peut demander en ligne, pour certains payer même en ligne, et pour encore d'autres obtenir le document administratif requis ou le service requis en ligne. Donc c'est une formidable avancée parce que cela veut dire qu'on règle comme ça les préoccupations des usagers qui étaient obligés de se déplacer, qui gagnent en temps, donc ont du temps pour faire autre chose, donc apporter de la valeur à leurs entreprises, à leurs activités personnelles. Alors ça c'est le volet e-service. Mais je dis toujours que les e-services ne sont pas le seul élément d'évaluation d'une digitalisation. Il y a l'importance aussi d'avoir une digitalisation même interne au niveau de l'administration, des processus, de la façon dont l'administration travaille avec l'administration, les ministères entre eux, les agences avec les ministères, etc. Et sur ce volet... Et les institutions de la République aussi. Exactement, les institutions, vous avez raison, Monsieur Dossa. Et sur ce volet, nous avons également fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons une plateforme nationale d'interopérabilité qui est disponible, qui permet à une administration d'échanger des données de façon sécurisée avec une autre entité de l'administration publique, soit de façon automatique ou même manuelle, en tout cas selon le besoin. Aujourd'hui, nous avons dénombré plus de 2 millions de transactions qui ont ainsi eu lieu à travers cette plateforme nationale d'interopérabilité. Au-delà de ça, nous avons donc tout ce qui est applicatif, le fait de correspondre en ligne, de ne pas attendre que des courriers physiques soient transmis. Donc tout ça participe justement à la digitalisation de l'administration, plus d'efficacité, plus de transparence. Ça veut dire aussi plus de données pour planifier le travail dans l'administration publique et bien sûr cela contribue à l'accroissement de la maturité numérique de l'administration béninoise. Oui, les populations sont quand même d'accord, sont unanimes sur le fait que oui, il y a des avancées côté digitalisation, dématérialisation surtout. Mais à quand une dématérialisation totalement gratuite pour les populations? La dématérialisation, je pense que vous allez en convenir avec moi, vient de rendre l'accès plus facile. On l'a dit, vient rendre l'accès aux services publics plus rapide aussi. Il y a des inefficacités qu'on enlève à l'usager. Les frictions avec l'administration, le temps éventuellement perdu. Tout ça a un coût, effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc, au contraire, moi je crois que nous faisons gagner de l'argent, du temps à l'usager, aux entreprises du service public. Les services publics ne sont pas apparus avec la dématérialisation. Lorsque, auparavant, vous demandiez un casier judiciaire, ça fait partie de l'un des e-services les plus demandés, vous deviez payer pour cette prestation de l'État. Donc la dématérialisation n'est pas venue rendre les choses plus complexes. Pas mon avis en tout cas. Et c'est pareil pour l'ensemble des autres. Oui. C'est exactement ce que je dis. Je crois que, et j'en suis certaine, puisque nous avons les témoignages des usagers du service public, ils gagnent en argent, en temps, en efficacité, et puis ça leur permet de vaquer à leurs occupations et d'avoir plus de temps pour produire pour leurs entreprises et pour leur communauté. Alors, mettre en place les socles, une fondation pour la mise en œuvre d'une politique affichée du gouvernement de rendre notre pays, d'en faire le hub numérique de la sous-région, ça a forcément un coût que j'imagine le Bénin tout seul ne peut pas supporter. Ça veut dire que vous avez pu bénéficier d'appui de partenaires qui accompagnent le Bénin pour réaliser toutes ces entreprises-là que vous avez énumérées. Alors, qui accompagne le Bénin, je veux déjà dire
parce que nous sommes dans le secteur numérique, mais la démarche du gouvernement est la même dans tous les secteurs. Vous savez que le président de la République veut que nous travaillions aussi à obtenir ce dont nous avons besoin pour développer notre pays. Et nous en sommes capables. Nous sommes dans la même démarche. Nous avons des talents des entreprises nationales qui travaillent. Donc, déjà, limiter, disons, les besoins qui peuvent renchérir le dispositif financier de mobilisation de ressources. Après, effectivement, dans la mobilisation, il y a évidemment le fait de solliciter des partenaires, le fait de solliciter des financements par le biais du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, effectivement, dans le secteur du numérique, nous avons plusieurs partenaires, dont des institutions internationales que vous connaissez bien. J'ai cru que vous parleriez, par exemple, des Estoniens. Le chef de l'État ne cache pas du tout son amitié avec ce pays et ses responsables. J'ai cru que vous en parleriez peut-être. Effectivement, nous avons une coopération avec les Estoniens. J'avais cru comprendre votre question dans le sens du financement. Tout à fait. Parce que les Estoniens n'ont pas, disons, participé au financement. Ils ont apporté un appui technique et un accompagnement du fait justement de leur expérience dans le domaine. Déjà en 2016, le président de la République avait fait une visite de travail en Estonie et ensuite en 2018, nous avons eu une mission qui allait identifier les axes précis de coopération avec l'Estonie. Donc effectivement, nous avons un partenaire de taille en l'Estonie dans ces entreprises qui viennent, avec lesquelles nous travaillons, mais aussi des entreprises nationales avec lesquelles ces entreprises estoniennes travaillent pour que nous ayons un transfert de compétences. Parce que c'est très important de ne pas être dépendant dans la durée d'une autre entité, d'une autre entreprise, d'un autre pays. Nous voulons assurer nous-mêmes notre développement et le secteur numérique ne fait pas exception à cette démarche du gouvernement. D'accord. Alors parlons toujours de dématérialisation, la gestion électronique des documents administratifs. Madame la ministre, vous avez commencé par le dire, est aussi une réalité. Nous avons rencontré Aristide Adjinakou, directeur par intérim de l'ACI. L'ACI qui est l'Agence des services et systèmes d'information. Il nous explique en quoi la gestion électronique du courriel représente une avancée majeure pour une administration plus efficace. Jusqu'à encore il y a quelques mois, le traitement des courriers se faisait totalement de manière manuelle. On pouvait voir à l'entrée dans les bureaux des cadres de l'administration un volume important de parapheurs. Typiquement aujourd'hui, un cadre de l'administration peut être en mission dans le nord du Bénin et valider, signer, approuver un courrier. Un cadre de l'administration peut être à Porto-Novo, peut décider peut recevoir un courrier et le distribuer à ses équipes. Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette gestion électronique? D'abord, nous avons l'agent de liaison qui arrive, qui donne le courrier à la réceptionniste. La réceptionniste va réaliser la décharge. Le courrier sera ensuite transmis à un assistant administratif. Il faut savoir que les différents courriers que nous recevons, nous au sein de l'agence, nous recevons des demandes venant des sectoriels des ministères qui nous demandent de les accompagner sur différents projets. Donc l'assistant administratif va scanner le courrier et va le mettre dans le système de gestion électronique. Dès que ce courrier sera injecté dans le système, et je vais le recevoir moi, quel que soit l'endroit où je suis, en tant que directeur général par intérim, que je sois en déplacement ou dans mon bureau, je vais automatiquement recevoir le courrier et je vais devoir le traiter. Parce que notre objectif, c'est de réagir le plus rapidement possible et pour satisfaire nos citoyens. Ici, j'ai reçu un courrier de mon ministère de tutelle, le ministère du numérique et de la digitalisation. Que dit le courrier? Le courrier me demande de proposer un représentant pour participer à un atelier qui aura lieu à Dassazouin. Qu'est-ce que je vais faire de ce courrier? Je vais l'assigner à mon directeur technique. Mon directeur technique, il peut être dans les locaux ou il peut être à distance en mission. Le directeur technique va donc me proposer un projet de réponse qu'il va mettre dans le parapheur électronique. Et le parapheur électronique va donc suivre son circuit de visa
Et bien entendu, ça arrivera à mon niveau. Je vais signer. Entre-temps, peut-être que je suis en déplacement. Je vais pouvoir signer. Et ensuite, nous allons nous retrouver face à deux situations. Le ministère du Numérique est connecté à notre système de gestion de l'électronique des courriers. Là, c'est une réalité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, ce courrier, sans même passer par un agent de liaison, va être adressé directement au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Ça, c'est une révolution. Mais nous avons également d'autres cas parce que nous sommes dans une phase de transformation. La cible pour la fin de l'année, c'est 100% des ministères qui sont totalement connectés. Donc aujourd'hui, nous avons deux cas de situation. Le cas où les ministères sont connectés, donc plus besoin d'agent de liaison, le courrier réponse est adressé directement au ministère concerné. En l'occurrence ici, c'est le ministère du Numérique et de la Digitalisation. C'est très rapide, c'est très simple. Dans l'autre cas, bien entendu, le courrier va revenir dans son circuit physique, va être remis à un agent de liaison qui ira déposer le courrier maintenant dans le ministère concerné. Il faut savoir que notre ambition de passage à l'échelle va nous permettre d'avoir un processus totalement digitalisé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le ministère de la Justice ou un autre ministère, quel qu'il soit, pourra nous envoyer depuis son système de gestion électronique des courriers un courrier qui arrivera au niveau de l'agence. Nous allons le traiter et nous allons répondre automatiquement directement au ministère concerné. C'est une transformation considérable de l'administration publique. En tout cas, les pratiques changent. Ça force l'admiration. Madame la ministre, on a parlé jusque-là des trains à l'heure. Parlons des trains en retard. Y a-t-il vraiment aucun passif à relever au bilan de la digitalisation? Alors, je ne parlerai pas de passif. Je dirais que nous avons effectivement des projets qui ont été entamés, dont nous avons phasé la mise en œuvre pour en réussir, pour en avoir tous les bénéfices, atteindre tous les objectifs, ou alors de projets qui sont entamés, qui sont en cours de mise en œuvre ou en cours de finalisation. Des éléphants blancs aussi? Donc, les éléphants blancs, Monsieur Dossa, ne sont plus de notre époque. Nous n'avons pas habitué depuis 2016 les Béninois à avoir des éléphants blancs. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons des projets que nous faisons justement, parce qu'en faisant, on arrive à maîtriser la mise en œuvre. Donc, en termes de projets, tout à l'heure, je parlais du déploiement de la fibre optique dans notre pays. Nous avons encore une partie du pays sur laquelle cette fibre doit arriver. Donc, les financements, comme je le disais tout à l'heure, sont en train d'être bouclés par le ministère des Finances et nous allons pouvoir y aller. Des projets comme les points numériques communautaires qui permettent aux populations dans les zones notamment rurales où les points de présence en fibre optique sont déployés, donc permettent à ces populations de pouvoir se connecter à Internet, d'être formées aux usages numériques. Ces points numériques communautaires, nous en avons déployé 43 à date et nous comptons compléter ce nombre. Donc, ce sont plutôt des projets que nous mettons en œuvre progressivement parce que ça demande du temps pour les faire et bien les faire. Et nous allons continuer pendant cette période 2021-2026 à mettre en œuvre ces projets. Place maintenant donc au point 2 de cette émission qui sera consacrée au volet numérique. Nous parlons donc pour commencer du déploiement du haut et très haut débit, mais surtout de son niveau d'avancement. Madame la ministre, où en est-on? Alors, le haut et le très haut débit, c'est l'un des piliers de ce que nous faisons. Sans infrastructure, il n'y a même pas de disponibilité des services numériques. C'est pour ça que c'est un socle important. Dans le PAG1, nous avons déployé plus de 2500 km de fibres. Je disais tantôt que nous avons réhabilité le backbone, fait les extensions, mis en place des points de présence dans les communes pour permettre de rapprocher le haut débit des populations. Et bien sûr, derrière, les opérateurs mettent en place des réseaux de collecte et d'accès pour atteindre les usagers en bout de chaîne, comme on dit le last mile. Donc, dans le cas du PAG2, c'est aussi une composante importante de notre PAG numérique. Et nous allons non seulement continuer le déploiement de la fibre, notamment dans la partie ouest,
mais aussi les opérateurs vont intensifier les réseaux de collecte et d'accès, que ce soit en réseau fixe, donc pour l'Internet haut débit, ou en réseau mobile pour le haut débit mobile et les communications mobiles en général. Donc c'est prévu, c'est planifié. Les financements, je pense que récemment vous avez dû entendre les annonces des différents opérateurs et c'est vraiment ce qui est important aussi. C'est un bon signal de ce que nous sommes en train de faire ce qu'il faut, parce que lorsque vous entendez des opérateurs privés, en mode de gestion privée, qui font des annonces de financement mobilisés pour investir dans des réseaux, ça veut dire que les socles sont là et que la dynamique est bonne. Donc le PAG2 va voir beaucoup d'infrastructures se mettre en place comme nous l'avons eu pour le PAG1. Vous avez parlé des centres numériques communautaires, la fibre optique qui continue d'être déployée, c'est-à-dire peut-être qu'aucune région du pays ne sera laissée pour compte, mais selon vous, quels sont les effets de cette transformation numérique de nos collectivités locales ? Les effets sont énormes. C'est-à-dire que quand une communauté, une zone géographique, une population qui sont dans une zone géographique sont connectés pour la première fois, soit en fixe ou en mobile, à ces réseaux de communication électronique, c'est une transformation globale pour, par exemple, les administrations qui sont dans la zone, pour les entreprises, pour les populations. Donc c'est une transformation notable, ça change tout. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons, au-delà des points de présence en fibre optique, nous avons voulu aller au déploiement de points numériques communautaires. Parce que la fibre en soi, lorsqu'elle est quelque part, ce n'est pas ça qui apporte le service. Il faut derrière installer les infrastructures d'accès et les applicatifs. Donc nous avons aujourd'hui des espaces qui contiennent des ordinateurs, des terminaux d'accès, qui permettent par exemple à un artisan, une entreprise de la zone de venir bénéficier des services publics qu'on évoquait plus tôt. Vous n'aurez plus besoin de vous déplacer sur Cotonou ou une direction départementale pour obtenir un sésame du service public. Je sais que par exemple il y a des enseignants qui font leur rapport mensuel ou trimestriel vers leur tutelle par le biais de ces points numériques communautaires. C'est là où les gens vont, lorsque par exemple il y a des votes en ligne, comme on a eu à en faire il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc c'est des centres qui sont extrêmement utiles dans nos communautés et c'est ce qui fait d'ailleurs que les attentes et la demande des autres communautés, et je parlais de phasage tout à l'heure, qui n'ont pas encore accès ou eu ces centres sont fortes. On constate que c'est aujourd'hui un acquis que le citoyen, les relations entre le citoyen et l'administration publique se vit de façon numérique, de façon totalement dématérialisée. Mais est-ce que les collectivités locales, les mairies, les communes ne sont pas en retard sur ce chantier-là parce qu'on continue toujours de se porter vers les arrondissements, les mairies pour obtenir des pièces? Il y a des initiatives, mais c'est vrai que la dynamique que nous avons au niveau central, nous voulons l'impulser au niveau déconcentré et décentralisé. C'est pour ça que vous avez, au niveau du PAG 2021-2026, l'un des projets du secteur numérique qui est la transformation numérique des collectivités locales. Donc nous allons adresser ces questions d'infrastructures, de services, d'applications au niveau des mairies, au niveau des collectivités locales. Donc c'est une dynamique à mettre en place, vous avez raison, qui est entamée par-ci, par-là, mais qu'il faut maintenant prendre comme un tout et faire prospérer. On dispose aujourd'hui, et ceci un peu partout sur l'étendue du territoire national, des points numériques communautaires, PNC, mais aussi des salles numériques pour personnes en situation de handicap. Un récapitulatif de tout ceci à travers ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Un centre très prisé des jeunes, avec un outil très prisé de leur ère, les points numériques communautaires, en abrégé PNC. Dans ce PNC de Semenkoji, 10 ordinateurs sont installés. Ils sont dédiés à tous les usagers numériques possibles. Depuis le 16 novembre 2021, date de son ouverture, ce point numérique communautaire connaît chaque jour une occupation de tous les ordinateurs. De quoi montrer l'intérêt de ce centre pour la population. Ici, le coût de la connexion est de 150 francs CFA.
De Semenkoji à Ouida, pas de changement de tarif, pas de diminution non plus d'ordinateurs. Le Bénin compte 43 points numériques communautaires comme ceux-ci sur toute l'étendue du territoire national, ce qui impacte plus d'1 million de personnes dans des zones non urbaines, habituellement peu couvertes par les services de communication électronique. Ces PNC sont dotés d'équipements de transmission, de multiplexage, de commutation et de raccordement par la boucle locale radio BLR de la fibre optique. Une borne Wi-Fi et beaucoup d'autres matériels et équipements sont également mis à disposition pour une connectivité sans faille des utilisateurs. Grâce aux PNC et aux bornes Wi-Fi, les populations se connectent facilement et accèdent aux ressources, aux contenus numériques ainsi qu'aux formations. C'est l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste qui pilote le projet sous le contrôle bienveillant de son ministère de tutelle, le ministère du numérique et de la digitalisation. L'objectif à atteindre est clair, faire des TIC un catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin. L'autre stratégie employée pour y arriver est aussi l'intégration du numérique dans l'apprentissage scolaire et universitaire. Des salles numériques sont donc construites dans de nombreuses écoles sur toute l'étendue du territoire. Celle-ci est mise en service au mois de mars dernier au Centre de promotion sociale des aveugles CPSA de Parakou. Elle est dotée de 10 casques audio anti-bruit, 10 tableurs braille, 10 ordinateurs portatifs avec des logiciels spécialisés au profit des étudiants affiliés au centre et bien d'autres équipements. Le Bénin doit être le hub du numérique dans la sous-région et ces nombreux projets rapprochent davantage le pays de cette vision énoncée en 2016. Madame la ministre, on retient qu'il existe des salles de classe numériques pour personnes en situation de handicap au Bénin. Pourquoi le gouvernement a-t-il jugé utile de créer ces salles de classe? Pour plusieurs raisons. La principale étant que nous sommes dans une ère nouvelle, mais actuelle quand même, dans laquelle l'apprentissage à l'école doit être basé sur les outils de cette ère dans laquelle nous sommes, donc les outils numériques. Deuxièmement, vous convenez avec moi qu'en termes de ressources éducatives, Internet est vraiment un vivier en fait. Et donc pourquoi priverait-on les apprenants de ce vivier de connaissances? Bien entendu, il faut les guider, on ne les laisse pas à eux-mêmes dans cela. Et donc les salles numériques dans les établissements répondent à ces différentes préoccupations, permettent aux enseignants d'avoir des outils pour favoriser, accélérer les apprentissages, parce qu'on peut, par exemple, via des applications que nous avons mises en place, montrer à un élève le tube digestif, montrer à un élève comment géographiquement les reliefs se présentent, tout ça en étant en salle de classe. Donc c'est des outils vraiment dont il serait dommage de se priver. Et nous avons également constaté que ces salles de classe numérique favorisent l'inclusion en termes d'apprentissage dans les établissements. Nous avons vu la salle de classe numérique du centre de Parakou pour les personnes en situation de handicap visuel. Le numérique inclut, n'exclut pas, c'est un outil d'inclusion. Et donc, ces apprenants qui sont en situation de handicap visuel ont aussi besoin d'avoir accès à ces ressources et les dispositifs adaptés que le numérique permet leur sont mis à disposition pour être également utilisés dans le cadre de leur apprentissage. Madame la ministre, on va s'intéresser maintenant à un sujet qui préoccupe beaucoup de citoyens, le GSM, les opérateurs GSM. D'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois, cette campagne, le hashtag GigaFavi qui a embrasé les réseaux sociaux béninois. Êtes-vous informé? Vous avez suivi cette campagne? Cette campagne est une manifestation des préoccupations des usagers des services mobiles qui n'est pas nouvelle. Je pense que depuis que le GSM existe, partout dans le monde, la question, disons, le triptyque qualité, abordabilité et surtout disponibilité a toujours été une préoccupation.
Pour les professionnels du secteur, ils vous le diront, là où il n'y a pas de connectivité, là où il n'y a pas de service mobile, la première préoccupation de l'usager, c'est de dire pourquoi je n'ai pas le service que les autres ont. Donc la question de la disponibilité. Une fois qu'on amène le service, les infrastructures, la question suivante qui se pose, c'est est-ce que j'ai la qualité qu'il me faut pour répondre à mes usages? Parce que les usages diffèrent d'un usager à l'autre. Ouais. Et une fois que vous avez réglé cette problématique d'usage, la question suivante, c'est l'abordabilité. Est-ce qu'on ne peut pas faire moins cher? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas? Le Bénin n'est pas une exception dans le monde par rapport à ces préoccupations. C'est pour ça que nous prenons toujours en compte ces préoccupations des usagers. Nous travaillons à cela et au fil des années, depuis 2016, vous avez vu les politiques publiques, les réglementations qui ont été prises par le régulateur, l'ARCEP, parce qu'aujourd'hui, il y a un encadrement des tarifs, donc les opérateurs fixent les prix de vente de leurs services dans cet encadrement qui est suffisamment large, que nous avons mis en place aussi pour éviter un écueil du passé qui ne permettait pas aux consommateurs d'avoir une diversité d'offres et surtout au secteur de se développer. Parce que en même temps que les consommateurs ont les services, ces services évoluent, les besoins évoluent, les opérateurs doivent investir. C'est eux qui commercialisent leurs services et donc ils ont cette obligation vis-à-vis du Bénin, de notre pays, d'investir pour donner encore plus de services innovants. Donc un équilibre doit être trouvé pour que tout le monde soit content. Et c'est ce travail que le ministère, le régulateur et les fournisseurs de services, nous faisons tout le temps, bien entendu avec l'implication des associations de consommateurs. Le gouvernement ne fixe pas les tarifs? Non, le secteur des télécommunications, des communications électroniques est un secteur libre, ouvert à la concurrence, donc les tarifs ne sont pas fixés. Seulement dans les mesures de régulation, parce que la régulation a un rôle majeur à jouer. Dans les mesures de régulation, il peut y avoir des encadrements de tarifs, mais qui laissent la place à la libre concurrence dans le marché. Les opérateurs GSM sont unanimes sur un fait. Ils ont tous eu recours à un moment ou à un autre à l'appui du gouvernement, à travers bien sûr le ministère du numérique et de la digitalisation. Ils se confient ici d'ailleurs. Regardez. Il y a eu plusieurs réformes importantes, dont le code du numérique qui constitue une boussole pour nous. Donc c'est un code très moderne et qui a permis une grande ouverture du secteur aux opérateurs existants. Ça leur a facilité la tâche parce que ça a, si vous voulez, assis de nouvelles règles qui gèrent mieux le secteur de manière beaucoup plus équitable, je dirais, et qui permet également aux nouveaux entrants d'effectuer des investissements dans un cadre réglementaire qui est bien assaini aujourd'hui. Et nous, pour accompagner les actions du gouvernement pendant le deuxième mandat du président Talon, nous allons continuer nos investissements parce qu'actuellement nous avons couvert le département du littoral, mais notre ambition est d'aller au-delà. Donc la prochaine étape, la prochaine phase sera le Grand Cotonou, toute la périphérie de Ouida jusqu'à Porto Novo, jusqu'à Sémé et en allant vers le nord jusqu'à Glodjisbe, parce que cette zone, elle abrite des projets phares, dans la zone économique spéciale, l'hôpital de référence, le marché de gros, l'université, etc., ainsi que l'aéroport. Nous aimerions aussi aller dans d'autres départements, au centre du pays, au nord du pays, ainsi qu'à Porto Novo, ainsi que vers l'ouest, vers Ouida, vers Lokossa, pour qu'il n'y ait pas de fracture, si vous voulez, entre les régions du Bénin. Ce n'est pas uniquement dans la capitale ou dans les grandes agglomérations qu'ils devraient avoir un accès à Internet à très haut débit, de qualité et à des coûts abordables aussi. Move Africa Bénin, filiale du groupe Maroc Télécom, est parfaitement alignée avec la vision du gouvernement et son plan d'action 2021-2026
notamment le point qui concerne les investissements dans les infrastructures et les services numériques afin d'accélérer la croissance économique. D'année en année, nos investissements ont connu une croissance très importante, totalisant ainsi plus de 60 milliards de francs durant les dernières années, avec une croissance de plus de 80% en 2022. Nous sommes fiers de la généralisation du haut débit à travers la modernisation des réseaux, l'activation de la 3G et de la 4G sur l'ensemble de nos sites et la généralisation de la 4G+, à toutes les grandes villes du Bénin. Et ceci afin de réduire la fracture numérique à l'intérieur du pays. Nos investissements visent également le développement de la data. Ainsi, nous avons procédé à l'augmentation de la capacité de notre plateforme data afin de supporter le développement de l'Internet et préparer l'introduction de la 5G. Ces actions, parmi d'autres, reflètent aujourd'hui notre volonté d'accompagner le gouvernement dans son plan d'action et dans ses multiples chantiers afin de faire du Bénin une référence sur le plan africain. MTN, we like to say that everyone deserves the benefit of a modern connected life. Ce que nous défendons à MTN, c'est le droit pour chaque personne de bénéficier d'une vie connectée moderne. C'est la raison pour laquelle, en 2021, nous avions investi plus de 22 milliards de francs CFA dans notre réseau. Technology as well. Initiatives like Atlas. Certaines réformes du gouvernement ont été très bénéfiques pour nos consommateurs. L'initiative Atlas permet aux consommateurs de voir jusqu'où parvient la couverture réseau dans le pays. Le simulateur tarifaire offre la possibilité de faire des comparaisons tarifaires et les points d'accès sont mis à la disposition des populations dans tout le pays. Ce sont autant de réformes qui rendent aujourd'hui nos consommateurs mieux informés et plus en mesure de faire les choix qui leur paraissent justes. Il y a plusieurs points du PAG2 qui sont judicieux pour le pays et que nous intégrons dans notre stratégie. Il s'agit de la responsabilisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, nous avons le Women in the Leadership et pour la première fois, le Women Hackathon. Cela montre combien nous essayons vraiment de mêler nos consommateurs et le pays tout entier à l'agenda digital. Pour ce qui concerne les jeunes, nous constituons une vitrine pour les entrepreneurs partout sur le territoire. Nous faisons la promotion de leurs talents et nous nous assurons qu'ils aient de la visibilité pour de potentiels consommateurs. Le gouvernement apporte son appui aux opérateurs GSM, il le disait d'ailleurs à l'instant. Vous avez un mot à ajouter? Alors, les opérateurs GSM et les opérateurs de services de communication électronique en général, puisqu'il y a les opérateurs GSM, les fournisseurs d'accès à Internet et les autres opérateurs, le gouvernement, effectivement, leur apporte tout l'appui qu'il faut dans le cadre donc, de leur fourniture de services. Ces opérateurs ont des licences qu'ils ont obtenues de notre pays qui leur donnent des droits mais aussi des obligations. Donc, nous veillons à ce que ces obligations soient respectées. Le régulateur gère ces aspects et de la même façon, nous les accompagnons également dans ce qui constitue leurs droits pour une meilleure fourniture de services. Donc effectivement, nous restons entièrement à disposition et les relations, les conversations sont assez fluides et constructives. Parlons donc d'opérateurs JSM, il y a la SBIN. La Société béninoise d'infrastructures numériques qui aujourd'hui est un opérateur de gros, donc qui est un fournisseur des autres opérateurs, notamment en capacité en bande passante, qui est aussi un opérateur de détail. Et sur le volet détail, il y a la fourniture de services d'Internet, services d'accès à Internet, comme TOUFAI, notamment les services fixes, et la fourniture de services de communication électronique mobile. Donc c'est dans ce volet que la SBIN est un opérateur mobile qui a obtenu également sa licence, donc le troisième opérateur dans notre pays
Vous vous souvenez, nous sommes partis de 5 opérateurs mobiles il y a encore quelques années. Tout à fait. Et les réformes tendant justement à donner à notre pays des opérateurs suffisamment capables d'investir, de fournir des services innovants, de répondre aux fortes attentes et aussi à ce que le gouvernement avait déjà prévu de mettre en place tous ces services numériques qui doivent être accessibles de Cotonou à Malanville, de Kétou à Grand Popo, etc. Tous ces services-là sont accessibles, devraient être accessibles par le biais de l'Internet fixe, mais aussi mobile. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas se permettre d'avoir des opérateurs qui n'ont pas la capacité nécessaire pour investir dans tout le pays. Donc, aujourd'hui, avec 3 opérateurs forts, nous savons que nous sommes en train d'atteindre cet objectif. D'accord. Et depuis quelques mois déjà, la SPIN est confiée à une firme sénégalaise. Nous étions dans les locaux. La directrice nous parle des projets en cours. Société béninoise d'infrastructures numériques se trouve un programme phare du gouvernement, du plan d'action gouvernemental, qui est de restructurer les télécommunications nationales en créant un opérateur global champion national de référence. SBIN prend la suite de Benin Telecom. En tant qu'opérateur global, SBIN va travailler sur plusieurs domaines d'impact. Je vais en citer 7. Il y en a plus. Domaine 1, c'est l'Internet à domicile. Domaine 2, c'est l'Internet mobile et le mobile de façon générale. Domaine 3, c'est le MOMO, le mobile money et les services financiers. Domaine 4, c'est le service aux entreprises. Domaine 5, c'est la baisse des tarifs. Domaine 6, c'est la qualité de service technique et commercial. Et domaine 7, c'est le développement de l'inclusion sociale avec les emplois. Nous avons les moyens de nos ambitions. Dans les 5 prochaines années, nous allons investir pas moins de 190 milliards dans les différents domaines que j'ai cités. Nous avons des banques qui nous accompagnent. Nous avons déjà levé 92 milliards grâce à la garantie souveraine de l'État. Merci aux banques qui nous font confiance. Merci au personnel, aux SBINois, aux SBINoises qui sont 200% engagés au service de nos clients et de la réalisation de ces résultats. Un grand merci à nos clients. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour votre satisfaction. Vous êtes notre raison d'être. Alors, Madame la Ministre, l'autre point essentiel qui tient aussi à cœur au gouvernement, il s'agit donc du projet e-éducation. Le gouvernement travaille à la mise en œuvre de ce projet. L'objectif est de créer des systèmes d'information de nouvelle génération qui permettent d'améliorer la gouvernance et la gestion des services éducatifs. Suivons ce reportage sur l'atelier de cadrage du projet e-éducation. Séance de cadrage du projet e-éducation. Le programme vise à unifier et optimiser les systèmes d'information de gestion des élèves, étudiants et du personnel d'encadrement. Sur le volet de la productivité, l'automatisation des processus manuels va permettre de libérer du temps aux enseignants pour qu'ils se concentrent sur l'enseignement des compétences de base et les interactions avec les apprenants. Avec le numérique, les enseignants vont disposer d'informations complètes à portée de main. Cela va leur permettre d'améliorer leurs connaissances antérieures, mais également de se tenir au courant de choses qu'ils ne connaissaient pas.
e-éducation est un projet transversal. Il implique à la fois les ministères en charge des 3 ordres d'enseignement et le ministère du numérique et de la digitalisation. L'objectif de cet atelier pour lequel nous sommes là, c'est vraiment de cadrer donc cette étude autour de la réalisation du cahier des charges de l'ensemble de nos projets e-éducation. Je voudrais saluer la présence de tous les cadres concernés et invités à cette séance-ci. Souhaiter leur contribution, une contribution effective à la mise en place de ce projet. Les initiatives n'ont pas manqué, mais ce dont nous parlons maintenant, c'est comment on met tout cela ensemble pour aller encore plus vite. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit bien de mettre en cohésion tout ce qui existe de part et d'autre. À terme, e-éducation permettra une meilleure gouvernance financière et statistique du système éducatif béninois. Madame la ministre du numérique, votre ministère songe-t-il à l'éducation, aux outils du numérique, vu aujourd'hui les scandales de sextape, d'extorsion de fonds qui se multiplient? Déjà, oui, la réponse à la question, c'est oui, nous y songeons. Non seulement nous y songeons, mais nous prenons des actions concrètes, et c'est ce qui a été montré dans l'élément. Nous avons, dans le cadre de ce projet et de l'étude qui a démarré, plusieurs volets. Il y a le volet des infrastructures, parce que, comme je disais tantôt, il faut d'abord avoir la connectivité, l'interconnectivité. Et d'ailleurs, dans l'enseignement supérieur, le projet de réseau béninois d'éducation et de recherche a fait un pas dans ce sens, avec aujourd'hui 10 sites universitaires connectés. C'est quand même assez important. Et nous allons faire la phase 2 avec les 12 sites restants. Les études sont déjà en cours. Dans les autres ordres d'enseignement, le secondaire notamment, nous avons le numérique comme outil, mais aussi le numérique comme matière à enseigner à l'école. Parce que nous savons que les élèves, les apprenants qui vont avoir leur diplôme, qui vont être, vous savez que notre gouvernement mise beaucoup sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, même si vous apprenez un métier donné, c'est toujours important d'avoir des compétences numériques. Donc il y a ce volet d'équipement de ces établissements. Il y a les salles numériques que nous avons évoquées aussi tantôt. Et bien sûr, le fait qu'au niveau des enseignants aussi, c'est important que le numérique s'intègre à la façon d'enseigner. Donc c'est tout ça qu'on met dans le projet éducation, plus tous les autres services dans nos universités, les inscriptions, le fait de donner les résultats en ligne. Nous avons vu l'engouement que cela a suscité. Le fait donc à peu près de faire tout en ligne, mais toujours en ayant en tête que cela doit se faire de façon sécurisée, en éduquant aussi. Et c'est là où j'en viens à votre question sur les dérives qu'on peut aussi avoir avec l'utilisation numérique. Il faut guider les apprenants, il faut leur montrer aussi l'autre face de l'accès à toutes les ressources numériques en ligne. Et donc l'éducation à l'usage du numérique compte beaucoup dans notre pays aussi, et nous œuvrons dans ce sens-là. Merci. Je pense que on ne va pas finir cette question de l'éducation, de e-éducation, Madame la ministre, sans évoquer les autres initiatives, puisque je vous ai vu également aller sur le terrain avec vos autres collègues pour la visite de nouvelles infrastructures en cours de construction. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut avoir un point de tout ce que le gouvernement entreprend dans ce domaine-là? Vous parlez là de l'école des métiers du numérique. Certainement, nous avons effectivement fait une visite de site avec mes collègues de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. Alors, l'école des métiers du numérique vient répondre aux besoins de compétences techniques pour les projets de déploiement de fibres. En tout cas, pour ce premier cursus de l'école qui va porter sur les techniciens d'intervention télécom. Après, nous allons élargir, bien entendu, parce que les besoins en termes de compétences numériques sont grands.
Nous aurons des cursus, par exemple, comme les référents digitaux qui vont être un peu les guides dans les PME pour leur transformation numérique. Donc cette école a vocation à offrir des formations, pas de très longue durée, mais qui vont permettre d'avoir les compétences nécessaires pour tout de suite être utilisables par les entreprises. Et beaucoup d'entreprises sont déjà impatientes de pouvoir avoir les apprenants, les diplômés certifiés de cet établissement pour pouvoir les utiliser. Donc nous sommes dans la phase active de mise en œuvre de ce projet. Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation, vous venez d'hériter à nouveau du secteur, ou si vous voulez, du sous-secteur des médias. C'est curieux qu'il ne nous reste que quelques minutes pour en parler. Nous allons demeurer d'éternels cordonniers apparemment. Alors, au nombre des projets du PAG, on évoque la modernisation des médias de service public. De quoi s'agit-il concrètement? Est-ce qu'on va créer peut-être une deuxième chaîne publique, dupliquer l'ORTB? De quoi s'agit-il concrètement? Je vois que vous voulez mettre vraiment le temps à profit parce que vous m'avez posé, je pense, 3 ou 4 questions en une, mais je vais vous donner une réponse. Premièrement, le secteur des médias est un secteur très important pour le chef de l'État et pour le gouvernement de la République. Ce secteur est en train de bénéficier d'une grande attention. Vous avez vu que dans le PAG, au nombre des 7 projets, il y en a 3 qui relèvent du secteur des médias. Parmi, effectivement, ces projets, nous avons celui relatif à la modernisation des services publics. Nos services publics doivent aussi s'adapter à leur nouvelle ère. Donc, cette modernisation, on parlait justement des outils numériques. Aujourd'hui, que ce soit en production, en diffusion, en mesure d'audience, il y a pas mal d'outils, pas mal d'infrastructures qu'il faut mettre en place pour améliorer la qualité technique de ces médias publics. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a jugé opportun que nos médias publics soient aussi au niveau des attentes et des besoins des populations. Vous savez que les médias publics ont une très grande audience, une large audience. C'est d'ailleurs un instrument, je vais dire, de service universel d'accès à l'information des populations. Donc ce n'est pas négligeable pour un État responsable. Il faut pouvoir apporter la bonne information, la bonne qualité à tous les citoyens parce qu'ils y ont droit, c'est un droit. Donc c'est dans le cadre de ce projet que nous avons fait l'audit technique, par exemple, des installations de l'ORTB. C'est dans le cadre de ce projet que le gouvernement a aussi consenti à investir des centaines de millions dans la modernisation du réseau de diffusion FM, parce que la radio est un des mass médias les plus écoutés, et beaucoup d'autres projets sont ainsi prévus. De la même façon, la télévision numérique terrestre également va être mise en œuvre, lancée, et nous allons pouvoir, j'anticipe votre question. C'est toujours pas une réalité. La TNT, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plusieurs volets. Nous avons mis en place des infrastructures, j'ai eu l'occasion de le dire, sur l'ensemble du territoire, un taux de couverture de plus de 95%. C'est un élément primordial à dire parce que beaucoup de pays ont fait des sites pilotes, ce qui a fait que vous avez la TNT pour des privilégiés, une zone, et le reste du pays ne l'a pas. Au Bénin, ça ne sera pas le cas. La TNT sera disponible pour tout le monde. Donc, ces projets médias dans le PAG sont des projets importants. Est-ce qu'on peut parler agenda, Madame la Ministre, à quelle échéance, par exemple, la TNT va être vraiment effective dans notre pays? La TNT est effective dans notre pays. La TNT aujourd'hui, la dernière phase qui reste, c'est le fait que les populations puissent s'approvisionner en décodeurs, en infrastructures de réception dans les foyers. Et si vous avez suivi, et je sais que vous le faites, les décisions du Conseil des ministres, le gouvernement, en plus des fournisseurs qui ont été agréés par l'ARAC, le gouvernement a décidé d'acquérir un certain lot de décodeurs, toujours dans l'optique, en pensant aux populations, de ne pas être dans une situation, par exemple, de non-disponibilité des décodeurs, parce que c'est ce qui permet aux foyers de recevoir.
mais les infrastructures de la TNT sont live, sont en service. Donc nous avons une effectivité de ce service dans notre pays. Et pour ce qui est de l'offre, justement, on parle de la TNT. Vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles chaînes. La TNT vient avec une attente forte en termes d'offres de services de télévision. Il ne vous a pas échappé que déjà depuis le PAG1, nous avions ces projets de chaînes sportives, culturelles. Donc c'est une diversité d'offres télévisuelles qu'il faut bâtir et mettre en place. Et ça aussi, le gouvernement s'engage dans cette voie. Et bien entendu, le secteur privé également est appelé à le faire. Les médias, ce n'est pas que la TNT, ce n'est pas que les médias du service public, c'est les médias de façon générale. Vous avez hérité à nouveau de ce secteur. Quels ont été déjà vos contacts avec ce secteur? Quelles sont vos ambitions pour le secteur? J'ai dit à l'instant que pour la diversité du paysage audiovisuel, le gouvernement s'engageait, mais que les médias aussi du secteur privé s'engagent également. Dans le cadre de la TNT, nous avons eu beaucoup d'échanges avec les promoteurs des chaînes, puisque nous l'avons fait de façon participative, notamment dans cette dernière phase au pré-lancement. Et j'ai également reçu les fêtières, l'UPMB et le CNPA, pour qu'on parle justement des préoccupations. J'ai eu le plaisir d'entendre que ces fêtières envisagent également des réformes à leur niveau, un peu à l'instar du gouvernement. Ils ont identifié les éléments qui nécessitaient une adaptation. Et je crois que le progrès, c'est l'adaptation. Et donc, ils sont en train de travailler sur cette question. Donc, je pense que nous sommes dans la bonne dynamique. Il y a encore des préoccupations qui demeurent. On n'aura peut-être pas le temps d'aller dans le détail, mais les questions de modèle économique dans les entreprises de presse, les entreprises de médias en général. Est-ce qu'il faut rester encore dans des modèles individuels où chacun a son entreprise de presse, ou bien il faut bâtir des entreprises de presse solides qui ont un modèle économique viable? Sans le fonds de développement des médias. Donc ces choses-là nécessitent une réflexion profonde. Ce n'est pas que des opinions à émettre, mais des réflexions profondes à avoir. Et c'est ce qui permettra ensuite de pouvoir montrer les éléments qui vont dans le sens d'une mise en place, je vais dire, cohérente d'un fonds d'appui au développement des médias. Vous avez fait une promesse à l'entame de cet entretien, celle de parler du code du numérique. Vous avez cité comme un acquis de la dématérialisation, de la digitalisation en cours dans notre pays, mais c'est vu par nombre de citoyens plutôt comme un point négatif. Est-ce qu'on va procéder à une relecture du code du numérique? Moi, je connais des citoyens qui apprécient le fait que nous avons aujourd'hui, et des citoyens qui sont gérants d'entreprises, qui apprécient le fait qu'aujourd'hui nous avons une clarté dans le code sur ce qu'il faut faire quand vous voulez prester dans le secteur. J'ai des citoyens qui apprécient le fait qu'aujourd'hui, bien que le numérique soit un outil favorable au développement, que ce numérique entraîne aussi des dérives, nous le savons. Donc des citoyens qui sont contents que le code ait prévu des dispositions justement pour lutter contre la désinformation, pour lutter contre ceux qui veulent abuser justement de ces outils-là pour commettre des forfaits. J'ai des citoyens qui apprécient le fait que le code du numérique soit là pour aborder les questions de cybersécurité. J'ai des citoyens qui apprécient que quand ils doivent transacter, surtout dans la période Covid, avec des entreprises à l'étranger et qu'ils doivent faire des contrats en ligne, que le code ait prévu ces dispositions. Donc, quand on parle de bon nombre de citoyens... Comment réagissez-vous à ceux qui estiment que ce code est liberticide? Quand on parle de bon nombre de citoyens, il faut pouvoir dire de combien de citoyens nous parlons. Sur les questions qui suscitent, parce que nous sommes dans le secteur, effectivement, nous entendons et nous écoutons tout le monde. Effectivement, il y a eu des expressions de préoccupation par rapport à certaines dispositions du Code. Je veux rappeler que le Code, c'est 647 articles. Et le Code du numérique ne peut pas être réduit à la vingtaine d'articles qui semblent poser des préoccupations. Et d'ailleurs, ces préoccupations-là, lorsque nous avons l'opportunité de les discuter avec ces entités, eh bien, nous arrivons à leur démontrer l'importance d'avoir ces dispositions justement pour permettre que nous ayons dans notre pays un dispositif, un arsenal
qui permettent à chacun de faire ses activités et d'avoir justement des dispositions claires par rapport au rôle et aux responsabilités de chacun. Alors, Madame la ministre, nous vous avons fait un exercice 1 an du second mandat de Patrice Talon dans les secteurs dont vous avez la charge. Il était difficile de dissocier les actions du premier quinquennat de celui en cours. Mais dites-nous tout au moins quelles sont les perspectives pour le secteur du numérique et de la dématérialisation. S'il y a un élément ou deux phares que je voudrais souligner dans le cadre de ce PAG2, c'est premièrement, la transformation numérique des collectivités locales. La dynamique qu'il y a eu au niveau central, le gouvernement veut la porter au niveau déconcentré et décentralisé parce que nous avons vu les effets, nous avons vu la valeur produite pour tous, hein, pas seulement pour l'administration, mais aussi pour les usagers. Donc, cette transformation numérique des collectivités locales est un des éléments vraiment important de ce PAG2. Et le second, c'est en termes d'infrastructures, vraiment de façon transversale, les infrastructures numériques pour tous les types d'usages, les usages fixes, les usages mobiles, l'accès des citoyens, des entreprises au haut débit. Ça va être également des investissements colossaux qui seront consentis dans le cadre de ce PAG2. Donc, je ne vais pas revenir sur les autres points, mais ces deux points me paraissent essentiels à souligner. Merci beaucoup, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec Akendiamoulé, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, au revoir.